À première vue, le monde des atomes, ça a l'air d'un chaos total. Mais en fait, si on y regarde de plus près, il y a un ordre magnifique qui se cache juste sous la surface. Et aujourd'hui, on va justement lever le voile sur les quelques règles très simples et très élégantes qui expliquent comment les électrons s'organisent pour construire absolument tout ce qui nous entoure. Allez, c'est parti! Alors voilà, l'équation de Schrödinger. Sur le papier, c'est le Graal. Elle est censée pouvoir décrire l'énergie de n'importe quel atome. Le problème, c'est que, ça ne marche pas, ou plutôt, ça ne marche pas exactement dès qu'on s'attaque à quelque chose de plus compliqué que l'hydrogène. Imaginez une clé maîtresse qui, bizarrement, n'ouvre qu'une seule et unique porte. Alors la question, c'est pourquoi? C'est exactement le mystère qu'on va tenter de résoudre ensemble. Alors, pour notre enquête, voilà le plan de match. On va d'abord se pencher sur cette fameuse énigme quantique. Ensuite, on verra l'astuce qui a permis de la contourner. Puis, on examinera les règles du jeu, comment elles bâtissent les éléments, et pour finir, on va craquer le code secret du tableau périodique. Bon, revenons au cœur du problème. Avec un seul électron, comme pour l'hydrogène, tout va bien. C'est simple, c'est propre, les calculs tombent justes. Mais dès qu'on en ajoute un deuxième, c'est là que tout bascule. Le chaos s'installe. Pour piger d'où vient ce souci, il faut décortiquer un peu cette équation. Alors, dedans, il y a 3 gros morceaux. Le premier, c'est l'énergie cinétique, en gros l'énergie du mouvement de l'électron. Le deuxième, c'est son attraction par le noyau. Jusque-là, tout va bien. Et puis, il y a ce troisième terme, et c'est lui le fauteur de trouble. Et le voilà, le coupable, ce petit bout d'équation, ce fameux Vige. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la force de répulsion entre chaque paire d'électrons. Imaginez la scène, chaque électron déteste tous les autres et les repousse. Cet immense réseau d'interactions où tout le monde se repousse en même temps, ça rend le calcul exact tout simplement impossible. C'est vraiment le grain de sable qui vient gripper toute la belle mécanique. Alors, que fait-on face à une équation qu'on ne peut pas résoudre? On abandonne? Non. Les physiciens ont été très très malins. Au lieu de s'acharner à vouloir tout calculer, ils ont développé une approximation incroyablement puissante qu'on appelle l'approximation de Slater. Et elle repose sur une idée toute simple mais géniale, l'effet d'écran. Le premier concept à saisir, c'est ce qu'on appelle la charge nucléaire effective, notée Z étoile. C'est assez intuitif en fait. Un électron qui se trouve loin, sur les couches externes de l'atome, il ne ressent pas toute la force d'attraction du noyau. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres électrons, plus près du centre, qui lui font obstacle, qui le cachent un peu. Et cette obstruction, on peut la mesurer. C'est là qu'intervient la constante d'écran, qu'on appelle sigma. En gros, ce sigma nous dit à quel point les électrons du centre sont bons pour former une sorte de bouclier, un écran négatif autour du noyau. Toute la question est là. Quelle est l'efficacité de cet écran? Et au final, toute cette idée se résume à une formule mais d'une simplicité presque déconcertante. La charge qui est réellement ressentie par l'électron, Z étoile, c'est tout simplement la charge totale du noyau, Z, à laquelle on soustrait la valeur de cet écran, sigma. Une idée simple, une formule simple, mais une approximation qui a absolument tout changé. L'analogie du concert, elle est parfaite pour ça. Imaginez un concert avec une foule immense. Le noyau, c'est la scène, là où tout se passe. Les électrons qui sont tout près, ce sont les gens au premier rang. Et forcément, ils bloquent complètement la vue pour ceux qui sont au fond. C'est exactement ça. Les électrons du fond, sur les couches externes, ils voient beaucoup moins bien la scène et ressentent moins l'attraction du spectacle. Ok, donc on a une méthode pour estimer l'énergie. C'est un grand pas. Maintenant, la question suivante, c'est comment les électrons s'arrangent-ils dans l'atome? Comment est-ce qu'ils se répartissent? Parce que, attention, ce n'est pas du tout fait au hasard. Non, ils suivent un ensemble de règles et des règles très très strictes. Première règle, et c'est une règle fondamentale, le principe d'exclusion de Pauli. C'est une sorte de règle de cohabitation. En gros, elle dit que 2 électrons peuvent bien partager la même pièce, la même orbitale, mais à une condition, ils ne peuvent pas être dans le même état. Chaque électron doit avoir sa propre carte d'identité quantique qui doit être absolument unique dans l'atome. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est simple. Si un premier électron a un spin vers le haut, le deuxième, s'il veut être dans la même orbitale, doit obligatoirement avoir un spin vers le bas. Point. Il n'y a aucune exception à cette règle. Ensuite, on a la règle de Hund. On peut l'appeler la règle du bus ou de l'espace personnel. C'est simple, quand il y a plusieurs sièges libres de même qualité, plusieurs orbitales de même énergie, les électrons préfèrent s'asseoir seuls, un par siège. Ils ne commencent à former des paires, à s'asseoir à côté de quelqu'un, que lorsque toutes les places individuelles sont déjà prises.
Regardons l'azote, par exemple. Il a 3 électrons à caser dans 3 orbitales p, qui ont exactement la même énergie. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La règle de Hund s'applique. Chaque électron prend sa propre orbitale, son propre siège. Il ne se regroupe pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'atome est le plus stable. Et enfin, la troisième et dernière règle du jeu, la règle de Kleshkovsky. Celle-ci, c'est le grand plan d'ensemble, l'ordre de priorité. Elle nous dit exactement dans quel ordre remplir les orbitales. C'est un peu comme un plan de construction qui dirait d'abord les fondations, puis le premier étage, puis le deuxième. Et tout ça est basé sur un petit calcul très simple, n plus L, qui permet de classer les orbitales par niveau d'énergie. Et voilà, avec ces 3 règles, Pauli, Hund, Kleshkovsky, on a la boîte à outils complète. On a absolument tout ce qu'il faut pour déterminer la structure électronique de n'importe quel élément du tableau périodique. Alors mettons ça en pratique. Prenons un cas d'école, le chlore, avec ses 17 électrons à placer. On y va pas à pas. Règle de Kleshkovsky, on commence par l'orbitale 1s, puis 2s, puis 2p, et ainsi de suite. Règle de Pauli, on sait qu'on peut mettre 2 électrons par case, pas plus. C'est ce que veulent dire les petits chiffres en exposant. Et la règle de Hund nous aide quand on a plusieurs orbitales de même énergie. On assemble le tout et on obtient cette configuration. C'est la carte d'identité électronique unique du chlore. Mais attention, comme dans toute bonne histoire, il y a des exceptions, des rebondissements. Prenez le chrome. Si on applique les règles bêtement, on s'attend à une certaine configuration. Sauf que ce n'est pas ce que l'on observe dans la nature. En réalité, un électron de la couche 4s préfère sauter sur la couche 3d. C'est bizarre, non? Pas tant que ça. La raison est simple. Une sous-couche qui est exactement à moitié remplie, c'est un état de stabilité exceptionnel. C'est une de ces fameuses exceptions qui, au final, confirme la règle de la recherche de la stabilité maximale. Et c'est maintenant qu'on arrive au clou du spectacle, à la grande révélation. Parce que tout ce qu'on vient de voir, cet effet d'écran, les 3 règles de remplissage, ce n'est pas juste de la théorie abstraite pour physiciens, non. Tout ça, ça explique la structure de l'un des outils les plus fondamentaux et les plus puissants de toute la science. Alors, on est en droit de se poser la question, à quoi bon? À quoi rime tout ce formalisme, toutes ces règles? Pourquoi est-ce que c'est si important de savoir comment ces électrons se placent? Eh bien, la réponse, elle est là, sous nos yeux depuis le début. Ces règles, ce sont tout simplement le plan d'architecte du tableau périodique des éléments. Sa forme, sa structure, rien n'est laissé au hasard. Tout ça, c'est la conséquence directe et visible de la mécanique quantique. Il suffit de regarder. Les 2 premières colonnes, c'est le bloc S. Ce sont tous les éléments dont le tout dernier électron est en train de remplir une orbitale de type S. Le gros bloc à droite, c'est le bloc P. On y remplit les orbitales P. Et les métaux, là au milieu, le bloc D. L'ordre de remplissage qu'on a vu avec la règle de Kleshkovsky, il dessine littéralement la forme de ce tableau. C'est une véritable carte géographique de la structure quantique de toute la matière. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Pensez-y une seconde. On est parti d'une équation qui paraissait insoluble, incroyablement complexe. Et on est arrivé à une poignée de règles très simples qui permettent d'organiser la totalité de la matière que l'on connaît. Ça laisse songeur, non? On ne peut s'empêcher de se demander combien d'autres systèmes complexes dans notre univers, que ce soit en biologie, en cosmologie ou ailleurs, sont eux aussi gouvernés par une logique cachée, aussi simple, aussi élégante, et qui ne demande qu'à être découverte.